De notre montre connectée à notre dossier médical, nos données de santé sont absolument partout. Mais qui les contrôle vraiment, au fond? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce bouclier numérique que l'Europe a mis en place pour protéger ces informations, qui sont sans doute les plus intimes que nous ayons. C'est la question centrale, celle qui va nous guider tout au long de cette analyse. Qui a vraiment le contrôle? Et à l'ère du numérique, croyez-moi, les enjeux derrière cette simple question sont juste énormes. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Quand la loi européenne utilise le terme données de santé, il faut voir les choses en très grand. Oubliez l'idée que ce serait juste le dossier chez le médecin. Non, non. On parle de tout, nos données génétiques, les infos qui remontent de nos applis de sport. En fait, c'est toute notre histoire médicale passée, présente et même future qui est concernée. Allez, voici notre feuille de route. On va construire cette explication autour de 3 grands piliers. 3 textes fondamentaux qui, ensemble, forment cette fameuse forteresse numérique de l'Europe pour la santé. Le cœur du problème, il est là. Comment est-ce qu'on peut construire une forteresse pour protéger nos données les plus sensibles, tout en laissant des portes ouvertes pour que la recherche et la médecine puissent avancer? C'est tout le défi, toute l'attention de la santé numérique aujourd'hui. Et pour bien comprendre à quel point le sujet est pris au sérieux, regardez ce chiffre. 20 millions d'euros. C'est l'amende maximale qu'une institution peut recevoir si elle ne respecte pas les règles. Le message est on ne peut plus clair. La protection des données de santé, ce n'est pas une option. On commence donc par le premier pilier, les fondations de notre forteresse, le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données. C'est le bouclier de base, celui qui protège toutes les données personnelles, mais qui a prévu des règles encore plus strictes pour tout ce qui touche à la santé. Le RGPD, il ne met pas toutes les données dans le même panier. Pas du tout. Nos données de santé, elles sont placées dans une catégorie particulière. Pensez à ça comme une sorte de coffre-fort, à l'intérieur du coffre-fort. Le principe de base est radical. Leur traitement est interdit. Sauf, bien sûr, dans des cas très précis et vraiment bien encadrés par la loi. Et concrètement, qu'est-ce que ça change pour le patient? Eh bien, ça lui redonne le pouvoir, ça lui donne le droit de savoir ce qu'un hôpital a sur lui, de faire corriger une erreur, de demander à ce que ses données soient effacées, et même de prendre son dossier sous le bras, numériquement, pour l'emmener chez un autre médecin. Et pour que ces droits ne reposent pas que sur le papier, le RGPD impose des obligations très lourdes. Chaque hôpital, par exemple, doit nommer un gardien des données, le délégué à la protection des données, le DPD. Et il doit systématiquement analyser tous les risques avant de lancer le moindre nouveau traitement informatique. Ok, donc le RGPD a bâti les murs. Solide. Mais une forteresse, ça a aussi besoin de portes, de ponts-levis, sinon personne ne peut entrer ou sortir. C'est exactement le rôle du deuxième pilier, l'espace européen des données de santé, ou EHDS. C'est un système qui est pensé pour l'avenir, pour permettre une utilisation des données qui soit à la fois fluide et ultra sécurisée. Le concept clé de l'EHDS, c'est de bien séparer les choses. D'un côté, il y a l'usage primaire. Ça, c'est simple, c'est le médecin qui consulte un dossier pour soigner son patient, point. De l'autre, il y a l'usage secondaire. Là, on parle d'utiliser ces données, bien sûr de manière anonymisée, pour faire avancer la recherche, l'innovation, ou pour mieux piloter les politiques de santé. 2 usages bien distincts, et donc 2 séries de règles. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, le calendrier est déjà là, sous nos yeux. Ça veut dire que dès juin 2026, si un patient français tombe malade en vacances en Espagne, le pharmacien espagnol pourra accéder à sa prescription électronique. Et d'ici 2028, tous les systèmes informatiques de santé en Europe devront parler la même langue. C'est une petite révolution pour les soins par-delà les frontières. Et pour encadrer très sérieusement cet usage pour la recherche, l'Europe met en place de nouveaux gardiens du temple. Chaque pays va devoir créer un organisme spécial qui sera chargé d'étudier chaque demande d'accès. Sa mission, s'assurer que tout est légitime, éthique et, bien sûr, parfaitement sécurisé. Passons maintenant à notre dernier pilier, le Data Act. Celui-là, il ne s'intéresse pas directement au dossier du patient, mais plutôt à toutes les données qui sont générées par les milliers d'appareils médicaux connectés qui nous entourent. Prenons un exemple très concret. Quand un scanner IRM fait un examen, il produit une quantité incroyable de données. Avant, ces données étaient un peu la propriété du fabricant de la machine. Maintenant, avec le Data Act, c'est fini. La loi dit que l'hôpital, ou même le patient, a le droit d'accéder à ces données et de les utiliser. Fini les données captives dans les machines. Le Data Act brise une autre chaîne numérique, celle du verrouillage fournisseur. En clair, il va devenir beaucoup plus simple pour un hôpital de changer de prestataire de service cloud sans se retrouver prisonnier. C'est une garantie essentielle pour garder le contrôle et la flexibilité sur son infrastructure. Voilà, on a nos 3 piliers. Et maintenant, il faut voir la grande image.
Il ne faut surtout pas les voir comme 3 lois empilées les unes sur les autres. Non, c'est un système, une architecture complète. Le RGPD, les HDS et le Data Act s'emboîtent pour former un cadre de protection cohérent. Alors, si on résume notre forteresse numérique, le RGPD, ce sont les fondations et les murs d'enceinte. C'est la protection des droits fondamentaux. Les HDS, ce sont les ponts-levis sécurisés, pour que les données circulent de manière utile et contrôlée pour les soins et la recherche. Et enfin, le Data Act, ce sont les clés des outils qui sont à l'intérieur de la forteresse pour qu'on reste maître des données générées par la technologie. Et ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que pour un acteur de la santé aujourd'hui, maîtriser ce cadre juridique, ce n'est plus juste une case à cocher pour les avocats. C'est devenu la condition absolument indispensable pour bâtir la confiance avec les patients et pour pouvoir participer au progrès de la médecine de demain. Et tout ça nous ramène finalement à une question fondamentale, bien plus large que les textes de loi. Dans cette balance si délicate entre la protection de notre vie privée la plus intime et la promesse immense du progrès médical, est-ce que l'Europe a trouvé le point d'équilibre parfait ? Le débat, lui, ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis.